Mais elles ne doivent pas cacher la réalité à laquelle font face les quartiers en politique de la ville. Au-delà de l'amélioration du cadre de vie, la réalité économique et sociale est dure. Un taux de chômage 2 fois supérieur à la moyenne nationale. Chez les jeunes, c'est plus de 40%. C'est dans ces quartiers que sont concentrées les familles les plus défavorisées, souvent issues de l'immigration, mais pas seulement. Et puis bon, à la 3e ou 4e génération, on n'est plus tout à fait issus de l'immigration, vivant parfois sur les seules prestations sociales. C'est aussi dans ces quartiers que l'échec scolaire et son corollaire, le décrochage, font des ravages. C'est également là que les nuisances quotidiennes, la délinquance, les trafics prospèrent. Là que la loi du plus fort tente en permanence de s'imposer. Et c'est ça qui crée ces phénomènes de ségrégation, ces ghettos, qu'ils soient territoriaux, sociaux, ethniques et aussi parfois religieux. Ce qui s'est produit hier à Marseille montre à nouveau, mais qui pouvait croire le contraire, que nous sommes face à des phénomènes lourds d'hyperviolence, celle le plus souvent de très jeunes individus, de phénomènes liés au trafic de stupéfiants qui enquistent les quartiers en posant une véritable chape de plomb sous laquelle prospèrent les systèmes mafieux. Y faire face prend nécessairement du temps. Et moi, je ne laisserai pas dire que nous n'obtenons pas déjà des résultats à Marseille. Action coordonnée des services de police, méthode globale, reconquête des territoires, chantier de rénovation urbaine qui gênent, comme l'action de la police, les trafics, le racket, les mafias locales. Nous agissons alors que pendant des années, les quartiers populaires de Marseille ont été abandonnés et nous agissons maintenant avec la municipalité dans les quartiers nord ou sud. Et les chantiers sont en cours. Cette concentration de difficultés que personne ne nie, parce que nous sommes très lucides tous ici, est le résultat direct de ces processus de ségrégation que je viens d'évoquer. Car c'est là, dans ces mêmes quartiers, que se concentrent encore le plus souvent les logements sociaux et le parc privé le plus dégradé. Disons les choses clairement, au fil du temps, plutôt que de s'améliorer, dans un certain nombre de quartiers, la situation s'est dégradée. Dans un climat qui lui-même s'est fortement tendu. Tendu dans les quartiers, parce que c'est la durée des problèmes qui crée cette tension aussi. Mais dans l'ensemble du pays également, par des violences verbales, des stigmatisations est venue du haut de la société. En 2012, bien conscient de cette situation, du malaise ambiant, de la déségrégation en cours, nous avons agi, notamment avec la loi défendue par François Lamy, adoptée à la quasi-unanimité au Parlement. Nous avons simplifié les procédures, repensé la géographie prioritaire. Nous avons créé les contrats de ville, 437, me disait Patrick Caner, et ils seront tous signés d'ici fin novembre. Et Najat Vallaud-Belkacem, Myriam El Khomri, Patrick Caner, qui ont assumé ces responsabilités, ont signé beaucoup de ces contrats de ville. Ils le seront tous d'ailleurs d'ici la fin du mois de novembre. Des contrats de ville, des contrats pensés à l'échelle des intercommunalités impliquant les habitants et mobilisant toutes les politiques de droit commun. Il faut encore plus impliquer les habitants. Nous avons poursuivi les efforts en matière de rénovation urbaine par l'engagement de l'État de 5 milliards d'euros qui doit permettre de mobiliser 20 milliards d'investissements dans les prochaines années. Nous en avions parlé d'ailleurs à Valenciennes quand nous avions fêté, célébré, souligné les 10 ans de l'euro. Nous avons renforcé les exonérations d'impôts pour les commerces de proximité, créé un abattement de 30% de la taxe foncière sur le bâti. Et je reste très attentif aux effets de la péréquation, de la baisse des dotations ou de la réforme de la DGF pour les villes qui ont les quartiers les plus en difficulté. Nous en avons parlé ce matin avec Marie-Lise Lebranchu et Christian Ecker. En matière de sécurité, nous avons mis en place les zones de sécurité prioritaires avec Christiane Taubira quand j'étais ministre de l'Intérieur, pour s'attaquer aux problèmes quotidiens que rencontrent les habitants. Et ils sont lourds. Et je veux saluer ici l'action des forces de l'ordre qui, chaque jour, dans les conditions difficiles, garantissent la sécurité des habitants. Et j'étais heureux ici au Mureau de visiter le chantier en cours du nouveau commissariat. Nous savions qu'il fallait donner un nouveau souffle, pas pour critiquer nos prédécesseurs, mais pour aller de l'avant. Et nous aurons besoin de votre expertise et de votre vigilance, vous, élus et habitants, pour corriger ce qui doit l'être. Et puis, des événements tragiques sont venus ébranler le pays tout entier.
Les attentats de janvier ont montré, le mot est fort, mais combien la déroute civique et morale dans notre pays était grande. Bien plus qu'on ne l'imaginait. Cette déroute n'existe pas seulement dans nos quartiers, mais ne nous racontons pas d'histoire. Elle est beaucoup à l'œuvre dans ces quartiers. La première exigence, c'est cette lucidité pour nommer les dérives, nuisances, violences, trafic. Je l'ai dit, mais aussi, et ce sont des phénomènes plus récents, qu'on n'a pas vus ou qu'on n'a pas voulu voir. Antisémitisme, haine d'Israël, radicalisation, sexisme, homophobie. Le rapport homme-femme ou femme-homme, fille-garçon, s'est profondément dégradé. Il se vit sur le mode de la domination des hommes et des garçons, qui imposent leur prétendu système de valeurs. Sur le mode aussi du communautarisme et de revendications particulières ou religieuses. Je pense à ces groupes salafistes qui agissent dans un certain nombre de quartiers et qui peuvent mettre en cause la République. Tout cela s'est développé insidieusement au cœur de la République. Un poison s'est répandu, celui d'un contre-modèle de société, un modèle contre la République et ses valeurs, et qui peut prendre des formes différentes. Dire cela, ce n'est pas stigmatiser, c'est faire justice à toutes celles et ceux qui sont victimes de cet ordre que certains font régner ou veulent faire régner. Et c'est dire que l'immense majorité de nos concitoyens ne veut pas de ça, et veut aller de l'avant, parce qu'il y a de l'énergie et de la volonté d'aller de l'avant. Nommer, c'est essentiel, c'est la condition pour agir. La deuxième exigence, c'est d'éviter toute généralisation et reconnaître aussi les obstacles auxquels sont confrontées les populations de ces quartiers. Des obstacles de plusieurs natures, je l'ai dit, difficultés sociales qui persistent, discrimination, parfois ça s'appelle tout simplement du racisme, ils font des dégâts considérables sur les destins individuels, scolaires, professionnels, stigmatisation à l'endroit de l'islam, alors que la deuxième religion de France cherche sa place dans notre société. Les musulmans de France qui contribuent à ce chemin doivent avoir notre soutien. Éviter toute généralisation, c'est se mettre du côté de toutes celles et tous ceux qui ne veulent qu'une seule chose, vivre le mieux possible dans la République. Cette double exigence de lucidité et de refus de toute généralisation nous a mené en mars dernier à prendre 60 mesures lors du premier comité interministériel à l'égalité et à la citoyenneté. 60 mesures pour redonner à l'école sa mission de transmission des valeurs, en particulier la laïcité, sa mission de transmission des connaissances de la langue, pour casser les ghettos et aller enfin vers plus de mixité sociale, et d'abord dans le logement. Des mesures d'égalité dans l'accès à l'emploi et à la culture, pour la promotion de la citoyenneté. Nous sommes 8 mois après. 8 mois, c'est court à l'échelle de l'action publique, mais c'est long quand il y a une attente, quand il y a urgence. Il y a une telle défiance vis-à-vis des institutions, des pouvoirs publics, de l'État, que nous voulons dès maintenant faire en toute transparence un premier point d'étape. Et nous le ferons régulièrement avec vous, en vous y associant. Sur ces 60 mesures, Patrick Caner, dont je salue le travail, l'a dit ce matin, 20 sont déjà mises en œuvre. Sur la mixité sociale, le délégué interministériel Thierry Repentin, qui a fait un formidable travail, a déjà identifié une première liste de 36 communes ne respectant pas leur engagement de construction de logements sociaux. Et nous rendons aujourd'hui, avec Sylvia Pinel, la ministre du Logement, cette première liste publique aujourd'hui, car quand une loi de la République n'est pas appliquée pour la mixité, eh bien, il faut dénoncer ceux qui n'appliquent pas cette loi et faire en sorte que la loi s'applique, tout simplement. Dans l'école, qui a été mobilisée à la hauteur du choc que la société française a connu. Plus de 15 000 personnels ont été formés à la laïcité. L'apprentissage du français a été renforcé dès la maternelle. La scolarisation des moins de 3 ans commence. Il faut poursuivre à se développer sur l'ensemble des territoires fragiles et il faut aller vite. Les actions en faveur de l'emploi, comme les contrats starter ou la garantie jeune, sont déjà plébiscitées. Le soutien au développement associatif a été renforcé avec une enveloppe de 100 millions d'euros supplémentaires. La grande école du numérique a été créée. C'est essentiel parce que la fracture numérique, elle est bien sûr présente dans ces quartiers. L'Agence pour le développement économique dans les territoires, France Entrepreneur, a été lancée par le président de la République la semaine dernière à La Courneuve, en Seine-Saint-Denis.